Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel exposé de Pathopède Online qui s'intéressera aujourd'hui au rôle et à la place que peut jouer le vétérinaire face aux outils de monitoring en élevage et en élevage bovin plus particulièrement. Alors aujourd'hui, les différents aspects que je vais essayer d'aborder avec vous sont de 4 ordres. D'abord, un premier cadre général pour essayer de définir ce qu'est l'élevage de précision et de présenter un panorama très rapide et très succinct des outils de monitoring qui sont disponibles en élevage. Ensuite, un deuxième aspect qui traitera de ce que l'on sait aujourd'hui des performances de ces outils de monitoring. Un troisième point qui visera à définir quelle peut être la place de ces outils de monitoring dans la pratique quotidienne au contact des animaux. Et puis d'essayer de finir par ouvrir quelques perspectives sur ce que pourrait être la place des outils de monitoring dans le futur, plus ou moins proche. Alors si on commence par essayer de définir généralement ce qu'est le cadre de cet élevage de précision et puis de dresser un panorama rapide des outils de monitoring, alors qu'est-ce que l'élevage de précision et même quelque part un peu la médecine de précision? Eh bien, il s'agit finalement de l'utilisation par un utilisateur final, le plus souvent l'éleveur, mais qui pourrait être le vétérinaire, de données. Ces données, par qui sont-elles produites? En sachant que l'usage in fine de ces outils, enfin en tout cas de ces données, est bien évidemment de piloter le troupeau ou, dans le cas qui nous intéresse, la santé des animaux. Donc le principe général est celui-là, l'animal est équipé avec différentes solutions d'outils de monitoring. Prenons par exemple l'exemple ici d'une puce RFID qui va transmettre à des capteurs placés sur l'animal, dans le bâtiment, dans le robot de traite par exemple, qui vont donc capter ces données générées en continu. Ces données générées en continu vont être ensuite intégrées dans ce qu'on appelle des modèles prédictifs à l'aide d'algorithmes afin de générer des alertes qui seront générées lorsque les données produites par l'animal, en tout cas captées par les différentes solutions de monitoring, seront différentes de celles attendues. Par exemple, est-ce que l'animal se déplace moins que la journée d'avant au même moment? Est-ce que l'animal ingère moins que ce qu'il attend? Et puis, si finalement la déviation par rapport à ce qui est attendu est trop importante, eh bien finalement une information, par exemple sous la forme d'une alerte SMS, va être envoyée ici sur le dessin qui nous intéresse à l'éleveur, mais ça pourrait très bien être, dans le cadre de la télésurveillance par exemple, un vétérinaire. Et il s'agira ensuite, pour la personne recevant cette information, eh bien de transformer cette information en action, que celle-ci soit ne rien faire ou au contraire aller sur l'animal, que ce soit pour l'examiner ou lui administrer un traitement. Donc voici le cadre général de ce qu'est l'élevage de précision. C'est donc bien un cercle entre des données produites par l'animal, captées, traitées, filtrées également, et puis allant jusqu'à la production d'alertes, mais in fine pour l'action, pour le pilotage du troupeau ou la santé de l'animal, en sachant qu'il existe bien évidemment aujourd'hui tout un tas d'automates pour essayer de rendre plus fluide et automatique le traitement de ces données. Alors, face à cet élevage de précision, quelle est la place et le rôle du vétérinaire praticien? Je pense qu'il s'agit déjà pour nous d'essayer d'identifier quelles sont les solutions, les différentes options d'outils de monitoring qui s'offrent aux éleveurs aujourd'hui. Alors historiquement, les premiers outils de monitoring, en tout cas de l'élevage de précision, ont concerné des outils qui permettaient aux éleveurs de s'affranchir de certaines pratiques d'élevage, comme par exemple les DAC, les distributeurs automatiques de concentrés, pour rendre plus facile le pilotage de l'alimentation, mais également se soustraire à l'obligation de la traite, par exemple, avec l'installation de systèmes de traite robotisés, donc de façon, comme je vous le disais, à ce que l'éleveur puisse se dispenser de tâches chronophages. Et puis ensuite, comme vous pouvez le voir sur ce graphique ici, qui répertorie les équipements aujourd'hui présents, les outils qu'on pourrait appeler connectés des éleveurs. Donc vous voyez au premier rang le DAC et puis ensuite des outils qui permettent le monitoring de la chaleur, des chaleurs des vaches ou du vélage. Donc finalement ces outils-là permettaient à l'éleveur soit de s'affranchir de l'observation des animaux par exemple pour détecter les chaleurs ou en tout cas de sécuriser la mise à la reproduction ou de surveiller de façon plus efficace les vélages, notamment en informant l'éleveur d'un vélage imminent. Et puis on peut noter également différents outils qui là sont non plus à l'échelle de l'animal mais à l'échelle du bâtiment, permettant par exemple une ventilation assistée. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que les premiers outils qui ont été mis en place en élevage visaient vraiment à aider l'éleveur dans son pilotage du troupeau. Les motivations des éleveurs, je vous le disais, c'était dispenser de certaines tâches, de gagner du temps, mais c'est bien évidemment de gagner en confort de travail. Mais si on regarde les résultats de cette étude, qui ont été menées à destination d'éleveurs dans différents pays, sur leur motivation à s'équiper de capteurs permettant de détecter les chaleurs chez les bovins, on se rend compte finalement que le critère le plus important n'est pas forcément le gain de temps, mais plutôt la sécurisation. C'est ce qu'on appelle la diminution de la charge mentale, le stress, qui peut être déclenché parfois ou généré par le fait de devoir prendre une décision. Je pense avoir vu la vache en chaleur, j'appelle l'inséminateur, est-ce que je prends la bonne décision en faisant cela?
finalement l'outil vient se surajouter déjà à l'observation, à l'expérience de l'éleveur et finalement le sécurise. Et puis après, non sans surprise, on voit bien sûr des impacts positifs tels que le temps de travail. De façon plus générale, ensuite, on peut se demander, doit-on considérer que les éleveurs finalement font une confiance totale à ces outils ou est-ce qu'ils les utilisent en complément ou en sécurisation? Là encore, les résultats de cette même étude qui différenciait parmi les utilisateurs 3 grands types d'utilisateurs, une partie plutôt minoritaire qui étaient ceux qui déléguaient totalement et donc qui faisaient une confiance aveugle, j'allais dire, à l'outil, mais finalement, vous voyez que la très grande majorité était plutôt des éleveurs qui étaient soit avec ce qu'on pourrait appeler un groupe de sécurité, c'est-à-dire qui ne changeaient pas leur pratique et qui se servaient de l'outil finalement comme quelque chose de supplémentaire, donc finalement aucun gain de temps pour eux à attendre, si ce n'est une diminution de la charge mentale, et puis un groupe, j'allais dire, plus intermédiaire, qui de temps en temps pouvait déléguer à l'outil ce qu'il ne faisait pas et dans d'autres périodes, peut-être moins chargées, d'aller plutôt vers une plus grande sécurisation. Donc vous voyez que finalement, même si le confort du travail est un élément très important, aujourd'hui, en tout cas pour les capteurs permettant de détecter les chaleurs, on ne sommes pas encore, et c'est plutôt une bonne chose, dans une délégation totale, mais plutôt en complément et en sécurisation. Alors, aujourd'hui, la problématique, je pense, pour les vétérinaires, c'est qu'après une première étape donc, qui visait plutôt à développer et à mettre en œuvre dans les élevages des capteurs permettant de piloter la reproduction, on se retrouve aujourd'hui avec des outils qui présentent, ou en tout cas pour lesquels on annonce ce qu'on pourrait appeler des allégations santé, c'est-à-dire une utilisation potentielle non seulement pour gérer la reproduction, mais la santé plus généralement. On peut prendre l'exemple des détecteurs de chaleur, basés généralement sur la détection d'une suractivité, mais il est bien évident qu'une vache qui aurait brutalement ou progressivement une baisse de l'activité, on pourrait considérer cet élément comme quelque chose d'intéressant à suivre dans le temps, de façon, pourquoi pas, à détecter une maladie. Dans ces cas-là, la difficulté tiendra au fait que l'outil a été initialement développé pour la détection des chaleurs et que, de ce fait, on ne peut pas lui demander d'être peut-être aussi performant dans d'autres objectifs. Nous reviendrons sur cet aspect dans quelques instants. Et puis, dernière vraiment avancée, c'est le développement d'outils non seulement dédiés à la santé, mais uniquement à la santé, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas l'utilisation dérivée d'une donnée initialement produite pour quelque chose, mais vraiment de développement d'outils 100% santé. On peut noter par exemple l'image d'une photo que je vous ai mis ici, d'un bolus intraruminal, un dispositif intraruminal qui permet, dans ce cas précis, la mesure par exemple de la température en continu et qui affranchit du coup l'éleveur d'une prise de température rectale comme classiquement réalisée. Alors maintenant, si on essaye de dresser un panorama à la fois complet mais rapide des différentes solutions de monitoring disponibles, des différents outils disponibles, et bien finalement on peut partir de ce schéma-là, donc de cette vache sur lequel dans les différentes bulles, vous pourrez voir à la fois les différentes mesures élémentaires qu'on est en mesure de capter, que ce soit des températures au niveau du rumen, au niveau du vagin, que ce soit des informations relatives à la quantité d'aliments ingérés, des détecteurs de chevauchement par exemple sur la queue, des activimètres qui peuvent être à la fois posés sur les colliers ou sur les pieds, des colliers qui permettent d'enregistrer les bruits de rumination. Donc tout un tas d'outils, finalement je dirais qu'on peut équiper, si on veut, la vache des pieds à la tête et même à l'intérieur pour produire tout un tas de données, ces données ayant des finalités différentes, donc c'est ce que vous retrouvez avec les différentes couleurs sur ce schéma, des outils qui peuvent être à la fois dédiés uniquement à une seule finalité, par exemple le pilotage de l'alimentation, d'autres outils comme des accéléromètres qui peuvent permettre à la fois un pilotage de la reproduction mais aussi la détection d'une sous-activité et donc d'une maladie, et puis des outils avec des allégations plutôt santé comme je vous le disais, typiquement la mesure de la température intraruminale. Donc, je pense que ce graphique-là, cette figure vous permet d'avoir un panorama assez complet des solutions disponibles. Pour des informations plus détaillées, je vous encourage à cliquer sur le lien présent sur cette diapositive qui vous enverra vers un fichier Excel réalisé par un groupe européen qui s'appelle 4D4F, qui a réalisé une synthèse assez remarquable des différents outils de monitoring disponibles à ce jour en fonction de la mesure qui vous intéresse. Alors après avoir dressé ce panorama des différents outils de monitoring disponibles et puis d'avoir défini globalement ce qu'était l'élevage de précision, je pense qu'il est intéressant maintenant de s'intéresser sur ce qu'on sait des performances de ces outils. Alors déjà, il faut savoir qu'on a une absence totale de cadre réglementaire, à contrario d'une spécialité pharmaceutique, d'un vaccin, d'un antibiotique ou même de tests diagnostiques qui doivent passer soit par les fourches codines d'une autorisation de mise sur le marché ou qui peuvent pour les tests diagnostiques faire l'objet d'essais interlaboratoires ou de devoir répondre à des normes, notamment lorsqu'ils sont sous-tendus par des laboratoires nationaux de référence. Il faut savoir que pour les outils de monitoring, on ne dispose d'aucun cadre. À ma connaissance, la seule exception, je dirais, de nature réglementaire qui fixe un degré de performance attendu concerne la détection
pour finalement écarter le lait, donc des laits mammiteux en système de robot de traite, avec une norme qui demande une détection des mammites cliniques avec une sensibilité de plus de 80% et une spécificité de 99%. Mais en pratique, la quasi-totalité des données disponibles et publiées montrent que les systèmes peinent à atteindre ces valeurs. Donc on a finalement besoin pour ces outils-là de pouvoir disposer de guidelines permettant d'identifier quelles seraient les bonnes procédures pour une évaluation standardisée pour à la fois avoir des mesures concernant l'efficacité, donc quelle est la sensibilité, la spécificité, donc l'aptitude en santé pour ce qui nous intéresse à détecter des malades et que des malades, mais également des aspects de sécurité parce qu'on peut très bien imaginer que certains dispositifs mis dans l'animal ou sur l'animal pourraient ne pas être sans risque pour lui. Donc finalement, on pourrait très bien attendre de l'évaluation de ces outils quelque chose qui serait assez comparable avec un dossier d'AMM, des données d'efficacité et de sécurité, sans parler des problématiques de récupération des outils également, par exemple pour les dispositifs internes à l'abattoir. Pourquoi est-ce important de disposer de ces données d'efficacité? Parce qu'il y a de nombreux enjeux liés aux performances de ces tests. Si on se place dans le cadre d'un dispositif qui générerait trop d'alarmes sur des vaches saines, donc finalement l'image du sapin de Noël qui clignote sans arrêt pour de mauvaises raisons, et bien finalement, dans un premier temps, l'éleveur pourrait, suite à cette alarme, enclencher une action, par exemple mettre en place des traitements, et des traitements par excès qui, si ce sont des antibiotiques, pourraient être à risque de créer de l'antibiorésistance, en tout cas de sélectionner des bactéries résistantes. Si au contraire, au bout d'un certain temps, un peu sur la philosophie de Pierre et Leloup, beaucoup d'alertes qui à chaque fois ne donnent rien, finalement l'éleveur pourrait ne plus du tout regarder l'ensemble des données, au risque pour le coup à l'inverse de ne pas traiter des animaux qui en auraient besoin, portant là une atteinte majeure au bien-être animal. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on souhaite non plus. À l'inverse, si on a un dispositif qui n'est non pas non spécifique mais non sensible, c'est-à-dire qui ne détecte pas des vaches malades, et bien là on se retrouve également dans cette situation d'atteinte au bien-être animal. Juste à titre d'information, une étude récente menée aux Pays-Bas indiquait que plus de 95% des données et des alertes générées par le robot n'étaient pas nécessairement analysées par l'éleveur. Donc on se rend bien compte que quand l'éleveur a à faire face à un flux d'informations trop important dont il juge en plus la qualité imparfaite, on va se heurter à une perte de confiance dans l'outil. Et si tant est qu'on souhaite développer des évaluations, en tout cas disposer de ces informations, on devrait toujours disposer d'études qui finalement synthétiseraient les résultats sous la forme du tableau que je vous présente ici. On comparerait les alertes, qu'elles soient positives ou négatives, c'est-à-dire absence d'alerte, produites par un outil de monitoring, quel qu'il soit, vis-à-vis d'une méthode de référence qui définirait des états positifs ou négatifs, l'état positif pouvant être par exemple un animal gestant, un animal en chaleur, un animal malade, par rapport en état négatif à un animal non gestant, une absence de chaleur ou un animal sain, générant ainsi des vrais positifs dans le cas où l'outil de monitoring génère une alerte et que l'animal par exemple est vraiment malade, des vrais négatifs si les deux concordent en négatif, et puis des faux négatifs et des faux positifs comme vous le savez parfaitement. Alors ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que la méthode de référence, qu'on appelle le gold standard, si l'outil vise à détecter des vélages, la méthode de référence est assez aisée, il suffit de savoir si après l'alerte qui est générée, la vache a donné naissance à un veau. Pour les chaleurs, on voit déjà que la méthode de référence que l'on choisit pourrait impacter les valeurs produites. Si on se base sur la détection éleveur dont on sait qu'elle est peu sensible, on sait très bien que les valeurs qu'on va produire de sensibilité et de spécificité pour l'outil sont imparfaites. On a pour ce faire la possibilité d'avoir recours à des dosages. Donc finalement, pour piloter la reproduction, chaleur et vélage, on peut in fine trouver une méthode de référence assez robuste pour disposer d'informations valables sur nos outils de monitoring. A l'inverse, pour des indicateurs plutôt santé, la méthode de référence là, viserait plutôt à réaliser par exemple un examen clinique, mais nous savons tous que parfois, lors de l'examen clinique, nous ne sommes pas en mesure de capter l'ensemble des modifications et parfois même de poser un diagnostic. Donc on se rend compte que parfois, la méthode de référence, si elle existe, peut être très coûteuse et donc difficilement mise en œuvre, ou même inexistante ou elle-même imparfaite. Et puis la question se posera aussi de savoir ce que l'on appelle une alerte positive ou négative. Est-ce un seuil fixe pour tout le monde? Est-ce que l'animal finalement ait sa propre, ce qu'on appelle baseline, sa propre valeur de référence? Et est-ce que c'est plutôt une déviation par rapport à son propre comportement ou par rapport à une valeur moyenne? Toutes ces informations-là seront à prendre en compte de la même manière que l'évacuation, l'élimination des bruits parasites, comme par exemple une brusque diminution de la température dans le rumen suite à une buvée d'eau qui ne devra pas être pris pour une hypothermie, bien évidemment. Donc finalement, le problème de cette évaluation sera différent selon la nature du signal mesuré et l'existence ou non d'une méthode de référence robuste. Alors juste à titre d'indication, pour vous montrer l'impact de ces valeurs de sensibilité et de spécificité, je vous présente ici dans ce tableau-là
les résultats d'une étude que nous avons menée à Nantes, dans notre unité de recherche, qui visait à évaluer les performances d'un collier qui permettait de mesurer à la fois l'activité et la rumination. Dans un premier cas, ce qui concerne la première ligne, nous avons décidé de fixer la spécificité à différents niveaux, donc 95% et jusqu'à 50%. 95% nous semblant être une valeur acceptable qui ne générerait pas trop de fausses alertes dans un élevage à un jour donné, 50% étant la valeur que nous avons retenue comme étant très dégradée. Et finalement, si on souhaite éviter trop de fausses alertes, on se rend compte que de façon à peu près moyenne, on aura entre 25 et 30% seulement de sensibilité, au mieux 45% si on couple les deux informations. Donc coupler les deux informations, rumination et activité, c'est bien évidemment mieux qu'une seule, donc combiner est bien évidemment un avantage, mais on se rend compte que pour éviter de générer trop de fausses alertes, par conséquent, on ne détecte pas assez de vaches malades. A l'inverse, si on souhaite détecter un maximum de vaches malades, dans le cas qui nous intéresse ici, 77%, c'est la valeur maximum que nous avons réussi à trouver, on générait à peu près un faux positif sur deux dans les alertes, une spécificité seulement de 50%. Ceci étant lié au fait qu'on était dans une prévalence en plus extrêmement faible. Donc finalement, tel quel, ça nous semble inutilisable. Si on veut détecter toutes les vaches malades, on va générer trop de fausses alertes. Si on veut éviter de générer trop de fausses alertes, on ne doit pas détecter toutes les vaches malades, donc on voit bien qu'un compromis est nécessaire. Et une bonne illustration de ça est la mesure de la température chez les bovins. On dispose aujourd'hui de solutions qui permettent, en bolus, en boucle auriculaire, de mesurer et de générer des alertes sur une brusque hyperthermie chez les bovins. Il se trouve que chez les jeunes bovins, à l'engraissement, cet outil est relativement pertinent. Pourquoi ? Les jeunes bovins, lorsqu'ils sont malades, c'est quasiment uniquement des troubles respiratoires. On sait que l'hyperthermie est un signe très précoce de troubles respiratoires. Et en plus, lorsque les jeunes bovins déclenchent des troubles respiratoires, ces troubles sont très concentrés dans le temps, à un moment précis qui est dans les jours suivant la mise en lot. Donc finalement, lorsqu'il y a une hyperthermie, la probabilité que ce soit lié à un trouble respiratoire est très importante et la probabilité que plusieurs animaux aient une hyperthermie concomitante est très importante. De ce fait, la possibilité de détecter précocement et de mettre par exemple en œuvre une métaphylaxie est évidente en jeunes bovins. A contrario, si on prend exactement le même outil mais en vache laitière, où on s'attend à un jour donné à beaucoup moins de malades qu'en jeunes bovins à la mise en lot, on s'attend également à une diversité beaucoup plus grande de troubles, y compris des troubles qui ne sont pas associés à une hyperthermie, eh bien on se retrouve avec des performances bien plus mauvaises de cet outil. Là, je vous illustre les résultats de la même manière d'une étude réalisée dans notre unité de recherche, où l'on comparait les troubles de santé détectés à la fois par l'œil de l'éleveur, qui était dans le cas qui nous intéresse de presque 90, et les alertes générées par le bolus, qui étaient de plus de 170, et finalement, lorsqu'on regardait la superposition des deux, à peine un quart des alertes étaient concomitantes entre l'observation et l'alerte du bolus, les maladies qui étaient retrouvées par le bolus étant bien sûr des maladies sévères et très hyperthermisantes. Donc on se rend compte que même un outil identique, mis dans deux situations différentes, ne produira pas les mêmes effets. On a donc besoin, en tant que vétérinaire, de raisonner l'outil et sa place dans son contexte d'utilisation. Et puis, je vous disais, la dernière chose, avant de passer à la dernière partie de la présentation, est de se dire, à côté de l'efficacité, que sait-on de ce qu'on pourrait appeler de la safety ou de l'innocuité de cet outil? Alors là, juste à titre d'information, je voulais vous présenter les résultats d'une enquête récente, d'une étude publiée par des confrères allemands et suisses, qui ont voulu évaluer l'innocuité d'un dispositif intravaginal permettant de détecter les vélages. Leur hypothèse au départ était que cela permettait de diminuer probablement le risque de mortalité au vélage en permettant une détection plus précoce des dystocies. Finalement, qu'est-ce qu'ils ont observé? Ils ont observé une fréquence plus importante de dystocies, donc de vélages difficiles, liée notamment à une constriction vulvaire, probablement en lien avec la pose du dispositif. Ils n'ont pas observé d'effet sur la mortinatalité. On peut toutefois se poser la question, donc de façon systématique, de la sécurité de ces outils de monitoring qui peuvent parfois entraîner des dommages sur l'animal. On pourrait de la même manière se poser la question de l'accumulation de bolus dans le rumen des vaches avec l'impact potentiel sur le transit. Donc on aurait besoin, dans des guidelines standardisés d'évaluation de ces outils, à la fois de produire des données sur l'efficacité mais aussi sur la sécurité. Alors finalement, je dirais comment intégrer ces outils dans notre pratique quotidienne ou dans une pratique proche et future. Eh bien, je dirais que ça dépend comment l'alerte est générée et comment elle est appréciée par l'éleveur. Soit l'éleveur examine le bovin en alerte et ne détecte aucun signe, l'éleveur pourrait se poser la question de est-ce une fausse alerte ou pas. En cas de persistance, on pourrait imaginer que l'éleveur nous appellerait et que nous ferions une visite. Dans ces cas-là,
il conviendrait peut-être de demander à l'éleveur quelle a été l'antériorité et la nature des paramètres modifiés pour finalement enrichir l'anamnèse et les commémoratifs. Une autre possibilité est que l'éleveur examine le bovin en alerte, identifie un signe ou pose un diagnostic, par exemple sur la base de son protocole de soins. Dans ces cas-là, ce qu'il faudrait nous considérer, c'est de pouvoir intégrer ces alertes générées potentiellement par les outils dans les protocoles de soins de façon à sécuriser l'intervention en première intention. Et puis selon l'éleveur et la prévalence de maladies attendues dans l'élevage, on pourrait bien évidemment privilégier certaines alertes plus que d'autres et d'interpréter différemment ces alertes. Dernière possibilité, l'éleveur examine le bovin en alerte, identifie un signe et considère qu'il ne peut traiter l'animal tout seul et il nous appelle, auquel cas, je dirais qu'en tant que vétérinaire, il s'agira pour nous de prendre ces informations ou cette information comme un signe clinique supplémentaire qui ne serait pas mesurable par ailleurs, comme par exemple le temps de rumination, qui est pour nous totalement impossible à capter lors d'un examen clinique. Une autre possibilité de l'utilisation pour nous dans notre pratique quotidienne est plutôt l'accompagnement de la visite. Comme je vous le disais, la nature de l'alerte à l'origine de la visite, il s'agira pour nous de savoir si elle est fiable ou non, si la donnée brute est disponible ou non, ou si on dispose juste de l'alerte, la donnée brute étant bien évidemment préférable. Il s'agira pour nous de fait de prendre en compte cette donnée et de l'intégrer dans l'examen clinique, comme je vous le disais précédemment, notamment parce que certaines informations, comme par exemple la mesure en continu de la température, ne sont pas des choses que l'on a à disposition normalement lors de notre examen clinique, et de le prendre finalement comme un signe clinique comme un autre, peut-être même plus riche et en continu. Et puis surtout, je pense qu'il est important pour nous de ne pas se cantonner à l'animal en alerte. Si je reprends l'exemple des troubles respiratoires, un animal a pu déclencher une alerte, il conviendra dans ces cas-là de regarder les données, si tant est que les autres animaux soient équipés, de regarder les données produites sur les autres animaux, de façon à identifier, le cas échéant, plus précocement, des animaux qui commenceraient à présenter des déviations par rapport aux valeurs attendues. D'autant plus qu'on sait que ces outils, s'ils génèrent parfois des faux positifs, permettent le plus souvent une détection plus précoce. C'est ce que j'ai voulu illustrer à travers ce graphique, où vous avez sur l'axe des X la première détection, donc par un couplage de la rumination et de l'activité, donc en jours par rapport à la détection éleveur, et puis en ordonnée le pourcentage du total des cas, là pour les mammites détectés. Et ce dont on se rend compte, c'est que sur les plus de 40 mammites détectés au final dans le cadre de cette étude, plus de la moitié avait été détectée 1 à 2 jours par l'outil avant l'éleveur. Donc finalement une détection permise plus précoce par l'outil de monitoring que par l'éleveur. Et puis dernière chose qui va nous accompagner dans notre visite, c'est non pas pendant la visite mais après la visite de se servir de ces outils de monitoring pour permettre de suivre au cours du temps, pourquoi pas, l'efficacité de nos procédés thérapeutiques, nous permettant par exemple de suivre la reprise de la rumination, la reprise de l'activité, nous permettant ainsi de confirmer l'efficacité de notre traitement. Permettrait également par différents dispositifs de maximiser l'observance avec un enregistrement automatique des données permises par exemple par les puces RFID. L'inconvénient étant que parfois certains systèmes ne sont pas consultables à distance par le praticien. Il s'agira donc bien là pour nous de l'aspect crucial de mise à disposition des données. Et puis pour finir, quelle serait la place que l'on pourrait imaginer de ces outils dans le futur, plus ou moins proche? Quelques nouveautés rapidement en cours ou à venir, certaines puces RFID ou des colliers GPS qui pourraient permettre à la fois, comme vous le voyez sur une photo ici, de créer des clôtures virtuelles, d'avoir une gestion du pâturage en continu, couplée pourquoi pas avec les données météorologiques, de données de pousse d'herbe, de façon à gérer de façon optimale l'alimentation, mais aussi le parasitisme. Et puis également, problématique de plus en plus importante dans les grands troupeaux, de savoir localiser très rapidement à un instant T les animaux quand par exemple ils doivent être inséminés. Un autre exemple est le monitoring en continu de la note d'état corporel avec des caméras 3D permettant de reconstituer le format de l'animal et donc de permettre de produire en continu des données sur la note d'état corporel, ce qui nous fait gagner du temps par rapport à l'observation avec en plus des valeurs beaucoup plus répétables et reproductibles, ouvrant là la porte à ce que l'on appelle le phénotypage à haut débit, c'est-à-dire la production et la capture de données en continu, de données d'intérêt notamment pour la sélection génétique des animaux, production laitière, intensité des chaleurs, note d'état corporel par exemple. Et puis de façon plus globale, pour le vétérinaire, ça ouvre également des portes potentielles, alors des menaces comme des opportunités concernant la téléconsultation. Donc ça, c'est ce qui peut permettre à un professionnel médical de donner une consultation à distance sur un animal. Donc on peut imaginer que ces outils de monitoring pourraient être utilisés par exemple dans des zones de désert médical. Ce qu'on appelle également la téléexpertise, c'est-à-dire ce qui va permettre à un professionnel médical de solliciter à distance l'avis d'un ou de plusieurs confrères
sur la base d'informations médicales liées à la prise en charge d'un animal. Donc on peut très bien imaginer que les données de monitoring produites seraient partagées et échangées entre confrères. Et puis ce que l'on peut considérer comme de la télésurveillance médicale, qui pourrait permettre à un professionnel, encore une fois médical, comme le vétérinaire, de suivre à distance et d'interpréter les données issues des capteurs à l'échelle du troupeau ou de l'animal, permettant d'alerter l'éleveur sur une déviation de la situation. Au final, et ça sera la conclusion de mon exposé, j'espère vous avoir montré qu'on dispose vraiment d'un panorama et d'un panel d'outils vraiment très très importants qui sont plus ou moins performants car plus ou moins conçus pour leur utilisation finale. Si je reprends l'exemple des capteurs de vélage ou de chaleur, ils étaient basés sur l'activité pour détecter des chaleurs et des vélages. De ce fait, leur utilisation pour la santé nécessite quand même une appropriation et un développement légèrement différent. Pour la reproduction, on peut considérer aujourd'hui que la valeur informative de ces outils est excellente. Pour la santé, on est sur un domaine encore où les performances sont probablement relativement plus hétérogènes et puis surtout avec des données qui sont absentes, en tout cas de la production de valeurs informatives, sensibilité, spécificité, hors de tout cadre standardisé. Et il convient pour le vétérinaire d'avoir en tête ces aspects-là si l'éleveur lui demande conseil sur comment s'équiper et comment bien utiliser ces outils. Et puis, des perspectives qui s'ouvrent à nous, qu'elles soient à court terme ou moyen terme, avec la production de données à intégrer à notre raisonnement clinique, probablement également dans notre enseignement, de façon à sensibiliser les futurs vétérinaires sur l'importance de l'analyse de ces données, et le besoin d'aller vers un standard, comme je vous le disais, d'évaluation de ces outils, de façon à pouvoir connaître parfaitement leurs performances, tout en ayant en tête que l'accès à ces données est crucial, notamment dans l'éventualité d'un phénotypage à haut débit qui ouvrirait la voie à la sélection génétique et génomique. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que ces outils, en tout cas pour le pilotage de la santé, à ce jour, ne sont pas en substitution de l'éleveur ni du vétérinaire, mais bien en complément.